Alors que la plupart du monde continue sa vie quotidienne sans s'en douter, la marine des États-Unis mène une guerre dont personne ne parle. Des sous-marins remplis de cocaïne tentent de passer inaperçus face aux navires et hélicoptères de la marine, armés de mitrailleuses. Ces missions font rarement la une des journaux et reçoivent peu d'attention publique, malgré les milliards de dollars impliqués et liés au cartel de drogue. Pourquoi personne n'en parle? Et que se passe-t-il quand les cartels sont acculés en mer? Rejoignez-nous pour découvrir comment la marine américaine a anéanti les cartels grâce à l'opération Marteau. La guerre contre la drogue en mer est bien plus complexe qu'on ne le pense. Elle dépasse les hors-bords et les cargaisons dissimulées pour inclure des sous-marins entièrement opérationnels. Ces engins naviguent souvent sous la surface, échappant ainsi aux radars traditionnels. Chaque trajet peut transporter assez de cocaïne pour générer des centaines de millions de dollars pour les organisations de trafic de drogue. Ces narcos-sous-marins ne sont pas apparus du jour au lendemain. Dans les années 1980, les cartels colombiens ont commencé avec des tubes sous-marins rudimentaires, remorqués par des bateaux. Ingénieux, mais pas assez pour tromper l'armée bien longtemps. Alors, ils ont innové. Dans les années 1990, les opérations ont évolué vers des sous-marins autonomes. Non militaires, ces engins étaient fabriqués à la main dans des ateliers cachés au cœur de la jungle colombienne. Fabriqués principalement en fibres de verre et en bois, ils étaient assemblés dans des clairières boueuses, à l'abri des regards aériens et satellites. Les narcos-sous-marins modernes représentent de véritables prouesses d'ingénierie, malgré leur conception par des personnes sans formation technique. Mesurant souvent près de 25 mètres, ils peuvent parcourir jusqu'à 4000 km sans ravitaillement et transporter jusqu'à 10 tonnes de drogue, tout en restant majoritairement submergés pour éviter toute détection. Un équipage type compte 5 personnes, confinées dans des espaces exigus et surchauffés avec un confort minimal. Construire un tel sous-marin coûte entre 1 et 2 millions de dollars, mais il peut transporter une cargaison valant plus de 150 millions de dollars. Malgré les risques d'interception, les profits potentiels en font une option très attrayante pour les trafiquants. Les modèles les plus récents sont de plus en plus difficiles à détecter. Ils sont souvent peints en gris-bleu pour se fondre dans l'océan et conçus avec des formes profilées pour minimiser le sillage. Certains sont même recouverts de plomb pour réduire la signature thermique, les rendant presque invisibles aux avions militaires utilisant l'imagerie infrarouge. L'un des plus grands défis pour les forces de l'ordre reste le système d'autosabotage de ces sous-marins, des vannes spéciales permettant de les inonder rapidement en cas d'approche des autorités. Ainsi, l'engin et sa cargaison coulent au fond de l'océan, souvent à des milliers de mètres de profondeur, hors de portée. En 2024, l'opération Orion a révélé à quel point la technologie avait progressé lorsqu'un sous-marin a été intercepté en route vers l'Australie. Il avait parcouru plus de 16 000 km à travers le Pacifique. Une preuve claire de la capacité des cartels à mener des opérations sous-marines longue distance. La lutte entre cartels et forces militaires évolue constamment dans un cycle d'adaptation perpétuelle. À chaque avancée des cartels, les agences militaires répliquent avec de nouvelles technologies, imagerie thermique, drones de surveillance et intelligence artificielle pour détecter les moindres signes de sillage ou de chaleur. Pourtant, pour chaque sous-marin intercepté, les experts estiment que 3 ou 4 réussissent leur mission, livrant leur cargaison et alimentant un commerce mondial colossal. Mais comment intercepter un sous-marin quasiment invisible? C'est ce défi qui a conduit à la création de l'opération Martillo, la plus vaste campagne contre le trafic de drogue maritime de l'histoire. Alors que les cartels devenaient trop puissants pour qu'un seul pays les combatte seul, le monde a décidé d'unir ses forces. En janvier 2012, une alliance ambitieuse est née, l'opération Martillo, marteau en espagnol. 14 pays y ont participé, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Guatemala et le Honduras. L'opération Martillo n'était pas une initiative de plus vouée à l'échec. Elle visait le talon d'Achille des cartels, leur route maritime.
Navires militaires, avions et forces spéciales ont quadrillé les eaux entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, érigeant une barrière redoutable. Les résultats ne se sont pas fait attendre. La première année, 339 trafiquants ont été arrêtés et 101 bateaux transportant de la drogue saisis. En 2011, 119 tonnes de cocaïne ont été confisquées, d'une valeur de 2,35 milliards de dollars sur le marché américain. Les autorités ont également saisi 21 millions de dollars en liquide et pour 16 millions de dollars de biens servant au camouflage ou au transport de la drogue. L'opération Martillo n'était qu'un début. Fin 2024, l'opération Orion a porté l'effort multinational à un tout autre niveau. Cette fois, 62 pays ont participé, allant de petites nations côtières à de grandes puissances navales. Pendant 6 semaines intenses, ils ont partagé des renseignements, suivi des navires suspects et intercepté des cargaisons de drogue sur toutes les mers du globe. Aucune opération antidrogue précédente n'avait égalé le succès d'Orion. Elle a permis de saisir 225 tonnes de cocaïne en une seule vague, un record mondial. Combiné à plus de 1000 tonnes de marijuana et d'autres drogues, la valeur totale des saisies a dépassé 8,5 milliards de dollars sur le marché de rue. Chaque pays a apporté des compétences spécifiques à l'opération. Les Américains ont fourni des systèmes radars avancés capables de détecter les sillages de petits bateaux depuis l'espace. Les Néerlandais ont déployé des drones sous-marins pour inspecter les navires. Les forces colombiennes ont mis à profit leur expertise pour localiser les sites de lancement en pleine jungle. Même les pays sans littoral ont contribué en traçant les flux financiers et les communications. Ce qui a rendu Orion révolutionnaire, ce n'est pas seulement son ampleur, mais sa coordination avancée. Des commandants militaires de plusieurs pays ont collaboré en temps réel depuis des centres de commandement interconnectés, partageant des renseignements en direct et lançant des raids simultanés à travers différents fuseaux horaires. Quand les trafiquants tentaient de changer de route après une interception, ils entraient simplement dans une autre zone de patrouille alliée. Ces opérations ne se contentaient pas de retirer de la drogue des rues, elles récoltaient aussi de précieux renseignements. Chaque marin capturé, chaque bateau, chaque appareil de communication offrait de nouveaux aperçus sur les réseaux des cartels. Les cartes des routes de contrebande devenaient plus détaillées et les listes de contacts des cartels s'allongeaient. À chaque interception, le prix de la cocaïne augmentait dans les rues américaines car l'offre diminuait. Le message était clair. Les mers ne sont plus un refuge pour les trafiquants de drogue, peu importe le degré de sophistication de leurs techniques de dissimulation. Face à une coalition de nations, les cartels devaient concevoir des outils encore plus perfectionnés pour échapper à la capture. Mais quels engins redoutables utilisent les barons de la drogue pour échapper à la loi? Les trafiquants ne se contentent pas de n'importe quel bateau. Ils ont développé une flotte criminelle redoutable, digne de certaines marines militaires. 2 types de navires forment le cœur de cette flotte. Des vedettes ultra rapides et des sous-marins furtifs. Les vedettes, surnommées Go Fast dans le milieu, sont les piliers traditionnels de la livraison de cocaïne. Longs d'environ 10 mètres, ces bateaux sont équipés de 3 à 4 moteurs hors-bord de 250 chevaux chacun, l'équivalent de moteurs de voitures de sport fixés à l'arrière. Résultat, des vitesses dépassant 130 km/h, rendant toute poursuite quasi impossible. Les Go Fast ont un profil bas sur l'eau, souvent peint en bleu pour se fondre dans l'océan. Ils transportent généralement un seul pilote afin d'optimiser l'espace pour le carburant et la drogue. Grâce à leurs 7500 litres de carburant, ils peuvent parcourir plus de 800 km sans s'arrêter, suffisant pour aller de la Colombie à la Jamaïque ou des Bahamas à la Floride. Ce qui les rend encore plus dangereux, c'est leur histoire. Ils ne viennent pas du trafic de drogue moderne. Leur origine remonte à la Prohibition, quand les contrebandiers d'alcool américains utilisaient des bateaux rapides pour semer les garde-côtes. Les trafiquants d'aujourd'hui n'ont fait que moderniser ce modèle. Pour lutter contre ces bolides, les garde-côtes américains ont formé des équipes spéciales appelées EITRON, Helicopter Interdiction Tactical Squadron. Ces unités opèrent à bord d'hélicoptères MH-65D Dolphin, équipés de mitrailleuses et de fusils de précision.
Lorsqu'ils repèrent un go-fast, ils ne cherchent pas à le rattraper. Ils plongent depuis le ciel et ordonnent l'arrêt via haut-parleur. Si le bateau continue sa fuite, les tireurs d'élite visent les moteurs avec des balles de calibre 50, neutralisant le navire sans blesser l'équipage. Ces tactiques sont devenues si efficaces que les cartels cachent désormais leur go-fast à la vue de tous, déguisés en bateaux de pêche avec de faux équipements ou dotés de compartiments secrets sous la ligne de flottaison pour dissimuler la drogue. Certains cartels sont allés plus loin en créant des bateaux hybrides combinant la vitesse des go-fast avec la discrétion des sous-marins. Appelés navires à faible profil, ces bateaux sont si bas sur l'eau qu'une infime partie seulement dépasse de la surface. Peints en bleu océan et construits avec des matériaux peu détectables au radar, ils ne vont qu'à 50 km/h, mais sont beaucoup plus difficiles à repérer depuis les airs. Avec des sous-marins tapis sous l'eau et des vedettes fonçant à la surface, les narcos adoptent une stratégie à 2 volets qui déstabilise en permanence les forces de l'ordre. Mais ce que les cartels n'avaient pas anticipé, c'est l'arme secrète des Américains en mer. Comment un seul navire a-t-il pu faire perdre un demi-milliard de dollars aux barons de la drogue? Début 2025, un navire a semé la panique parmi les narcotrafiquants sud-américains. Le USCGC James, un patrouilleur de la garde côtière américaine, est devenu le cauchemar flottant des cartels lors d'une mission ininterrompue de 112 jours, encore chuchotée dans les milieux criminels. Le Cutter James n'est pas un navire ordinaire. Long de 127 mètres, ce patrouilleur de classe Legend est une véritable ville flottante avec un seul objectif: traquer les trafiquants de drogue. Il embarque un équipage de 150 hommes et femmes hautement qualifiés, opérant en rotation 24 heures sur 24. Capable de rester en mer pendant des mois sans escale, c'est le prédateur parfait pour intercepter les routes de la drogue. Ce qui a rendu la mission de 2025 exceptionnelle, c'est son succès spectaculaire. En moins de 4 mois, ce seul navire a saisi plus de 21 770 kilos de stupéfiants, de quoi alimenter une ville américaine moyenne pendant 1 an. La valeur marchande atteignait environ 510 millions de dollars, l'un des coûts financiers les plus dévastateurs jamais portés au cartel. Les opérations de janvier ont été particulièrement marquantes. Le 5 janvier, l'équipage a lancé un drone maritime qui a repéré un navire suspect au large des côtes équatoriennes. Contrairement aux drones militaires classiques, ceux de la garde côtière peuvent voler pendant 18 heures d'affilée et disposent de caméras capables de lire le nom d'un bateau à plusieurs kilomètres. Le drone a suivi silencieusement l'embarcation jusqu'à l'arrivée des équipes d'abordage, qui ont capturé 3 trafiquants avec 918 kilos de cocaïne. Le lendemain, 6 janvier, ils ont frappé un véritable coup de maître. Des avions de patrouille maritime, en coordination avec le Cutter James, ont détecté 3 go-fast voyageant ensemble, une stratégie risquée. Grâce aux hélicoptères d'interception, ils ont stoppé les 3 bateaux dans une opération parfaitement coordonnée, capturant 9 suspects et 6330 kilos de cocaïne. Le 7 janvier, les trafiquants ont changé de tactique, utilisant un navire à faible profil, conçu pour éviter les radars. Mais l'équipage Itron était prêt. Grâce à leur précision de tir, ils ont neutralisé les moteurs sans blesser l'équipage. Résultat, 3740 kilos de cocaïne de plus interceptés avant d'atteindre les côtes américaines. Quand les trafiquants ont tenté de se débarrasser de leur cargaison le 18 janvier, le Cutter James n'a pas abandonné. Ces embarcations rapides ont poursuivi les suspects, tandis qu'une autre équipe récupérait les paquets flottants. La cargaison récupérée, près de 2700 kilos de cocaïne, aurait rapporté des millions de dollars au cartel. La marine américaine a également prêté main forte. Des navires comme l'USS Minneapolis-Saint Paul et l'USS Saint-Louis ont mené leur propre saisie dans les Caraïbes, ajoutant des centaines de kilos supplémentaires au total. Ces opérations ont frappé de plein fouet les cartels de Sinaloa et de Jalisco nouvelle génération. Les renseignements collectés ont permis d'identifier des routes de contrebande, des membres des cartels et de nouvelles méthodes de trafic. Ces informations sont aujourd'hui utilisées pour planifier la prochaine vague d'interception.
Mais derrière chaque saisie réussie se cache un cerveau stratégique. Qui dirige réellement ce jeu du chat et de la souris valant des milliards? Caché à Key West, en Floride, se trouve un bâtiment ordinaire à l'extérieur, mais extraordinaire à l'intérieur. C'est là que se trouve l'unité la plus redoutée des narcotrafiquants. JATF South, la Joint Interagency Task Force South. Un centre où la guerre contre la drogue est orchestrée par une élite composée de militaires et d'agents spécialisés. Le JATF South est le point de convergence des renseignements venant de dizaines de pays et d'agences. Imaginez un centre de contrôle absolu où les images satellites, les données radars, les positions des navires et les informations classifiées sont croisées en temps réel pour intercepter les criminels. Ce qui rend le JATF unique, c'est la coopération interservices. Des agents du FBI travaillent côte à côte avec des officiers de la marine, des spécialistes de la DEA collaborent avec des commandants de la garde côtière et des analystes de la CIA échangent des infos avec des agents des douanes. Même des représentants de pays étrangers y participent, offrant une vue globale du trafic. Le centre de commandement ressemble à une scène de film, une vaste salle tapissée d'écrans géants montrant les cartes des Caraïbes et du Pacifique, avec des points représentant chaque bateau, avion ou sous-marin. Des analystes spécialisés surveillent ces écrans 24 heures sur 24, traquant tout mouvement suspect ou modèle inhabituel qui pourrait trahir une opération de trafic. Lorsque le JIATF repère une activité suspecte, il n'a pas besoin d'attendre une autorisation pour agir. Il dispose d'un contrôle direct sur des navires, avions et hélicoptères en alerte. Cette capacité de réaction rapide est cruciale, car un bateau de trafiquants peut disparaître en quelques minutes s'il sent qu'il a été repéré. L'une des armes secrètes du JATF, ce sont les équipes LEDET, Law Enforcement Detachment, des unités de la garde côtière. Ces petits groupes de personnel ultra-entraînés sont déployés à bord de navires de guerre de la marine, transformant ainsi des bâtiments militaires en machines de lutte anti-drogue. Lorsqu'un destroyer repère un bateau suspect, ce sont les équipes de la garde côtière qui effectuent l'arraisonnement et les arrestations. Cela résout un problème juridique complexe. Les militaires ne peuvent normalement pas procéder à des arrestations, mais les agents de la garde côtière, eux, le peuvent. Ce partenariat est redoutablement efficace. Les navires de la marine, comme l'USS Gravely et l'USS Spruance, apportent la puissance et la technologie. Leurs radars puissants peuvent détecter de petits bateaux à plus de 160 km. La garde côtière, elle, apporte l'autorité légale et les compétences spécifiques pour aborder les navires suspects en toute sécurité. Le JATF South ne se contente pas de réagir, il anticipe. Grâce à des superordinateurs et à des années de données sur les routes de la drogue, il élabore des cartes thermiques montrant les trajectoires les plus probables des trafiquants. Cela permet de positionner avions et navires en embuscade plusieurs jours avant même que les bateaux ne quittent l'Amérique du Sud. Ce centre de commandement est devenu si redoutable que certains cartels offrent désormais de grosses primes pour toute information sur son fonctionnement. Mais le JATF adapte sans cesse ses méthodes, gardant une longueur d'avance dans cette partie d'échecs à enjeux mondiaux contre les organisations criminelles les plus dangereuses du monde. Le centre de commandement est le cerveau. Mais qu'en est-il du terrain? Comment les réseaux de trafic ont-ils évolué depuis l'époque de Miami? Dans les années 1980, Miami était la porte d'entrée de la cocaïne aux États-Unis. Elle était partout, dans les boîtes de nuit, sur les autoroutes, dans les quartiers huppés. Les trafiquants régnaient en maître. L'argent affluait si vite que les banques peinaient à le compter. Le commerce de la drogue n'était pas seulement gigantesque. Il était aussi bruyant, tape à l'œil et dangereux. Mais si les néons de cette époque se sont éteints, le trafic, lui, n'a pas disparu. Il est devenu plus intelligent. Aujourd'hui, ceux qui font circuler la cocaïne ne dépendent plus d'un seul grand cartel. Ce sont des groupes plus petits, répartis, qui coopèrent comme les pièces d'un puzzle. Certains cultivent et transforment la drogue en Amérique du Sud. D'autres assurent le transport maritime ou la dissimulation dans des cargaisons légales.
En Europe ou en Océanie, des réseaux spécialisés s'occupent de la vente et de la distribution locale. L'un des plus grands changements, c'est la technologie. Les trafiquants utilisent des téléphones cryptés, des traceurs GPS, voire des drones pour surveiller leur cargaison. Certains bateaux sont si bien équipés qu'ils sont difficiles à repérer par radar. D'autres se déguisent en bateaux de pêche ou sont chargés dans des conteneurs parmi des produits légaux. Et la mer reste leur autoroute de prédilection. Une grande partie de la cocaïne destinée aux États-Unis passe encore par voie maritime, notamment en longeant les côtes de l'Amérique centrale. Ces routes sont longues, secrètes et extrêmement risquées. Les trafiquants peuvent changer de bateau en cours de route ou jeter leur cargaison à la mer s'ils sentent le danger. Certains utilisent même des sous-marins artisanaux, appelés narcosubs, pour transporter des tonnes de drogue en une seule fois. Ces sous-marins ne sont pas une légende. Ils ont été retrouvés remplis de drogue, avec un équipage entraîné à rester invisible. Ils naviguent souvent juste sous la surface, échappant ainsi aux détections. C'est un jeu dangereux de cache-cache. En réponse, les États-Unis ont renforcé leur tactique. Des avions patrouillent les cieux. Les navires utilisent radars et sonars. Des équipes suivent en temps réel les itinéraires suspects. C'est une chasse permanente qui nécessite une mise à jour constante. Les trafiquants s'adaptent rapidement. Si une route est bloquée, ils en testent une autre. Si une méthode échoue, ils en inventent une nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'aller vite, il faut rester en avance. Si le passé de Miami ressemble à un film d'action, les réseaux actuels sont discrets, complexes et mondiaux. Mais l'objectif reste le même: faire passer la marchandise, gagner de l'argent et ne pas se faire prendre. La lutte continue et chaque camp observe les prochains mouvements de l'autre. Merci de votre attention. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.